Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, donc après avoir enregistré à Évron, dans la Mayenne, à l'invitation de la communauté de communes, après avoir enregistré notre émission qui a été diffusée dimanche dernier, nous allons maintenant, selon une tradition qui reste immuable, quel que soit le département dans lequel nous enregistrons, nous allons maintenant donner la parole au public. Je demande la première intervention, la voilà. Oui, bonjour. Bonjour. Merci à tous de nous remuer les neurones. La question, c'est sur le premier sujet. Vous n'avez pas parlé de la Chine du tout dans le rapport qui a été fait avec la coalition tricolore. Est-ce qu'on parle de la Chine dans cet accord et qu'est-ce qui va se passer? C'est quand même un des clients principaux de l'Allemagne, les machines-outils, les voitures, etc. Qu'en est-il? Marc-Olivier Padis, la Chine et la coalition. Non, en effet, je crois que Béatrice l'a dit tout à l'heure, la dimension géopolitique est pas très, très présente. Il y a tout de même des formules qui disent que l'intérêt de l'Allemagne, c'est d'avoir un système international multilatéral qui fonctionne bien. Et effectivement, une puissance commerciale exportatrice a besoin de règles du jeu international qui soient respectées par tous. Et donc ça, c'est l'objectif qui est affirmé dans le contrat. Mais la question chinoise, pour ce que j'en ai vu, n'est pas abordée directement. Il y a eu un tournant important, vous vous en souvenez peut-être, il y a 2 ans, quand le groupe de réflexion qui est lié au patronat allemand a utilisé cette expression de rival stratégique à propos de la Chine. C'était un virage extrêmement important, puisque dans l'expression publique allemande vis-à-vis de la Chine, Angela Merkel avait énormément privilégié ses relations avec la Chine. C'est le pays dans lequel elle a fait le plus de visites officielles. Elle est allée chaque année pendant 16 ans en Chine, donc elle a fait énormément de visites dans ce pays. Donc c'est un pays dont le rôle est extrêmement important en tant que client de l'industrie, notamment de tout la machine-outil, qui est un des secteurs très importants en Allemagne. Et donc là, je pense qu'ils ont gardé, comme Richard disait, ils ont mis la Russie sous le tapis, mais là, ils ont mis la Chine sous la moquette. Béatrice Gibelin. Oui, Marc-Olivier vient d'évoquer les machines-outils. Et le problème de l'Allemagne, c'est que dans quelque temps, la Chine n'aura plus besoin d'importer des machines-outils allemandes. C'est-à-dire qu'ils ont un rattrapage, effectivement, sur le champ industriel et technologique tel que ça a permis, effectivement, c'est pour ça que je parlais des investissements en Allemagne, il est urgentissime qu'ils réinvestissent énormément pour garder une certaine avance. Sinon, la Chine se passera très facilement des produits allemands. Lucille Schmitt. Oui, moi je pense que ce qui est intéressant sur le fait de mettre sous le tapis la politique étrangère sur la Chine ou la Russie, c'est que ça reflète aussi les problèmes de la coalition, c'est-à-dire que c'est Annalena Baerbock qui va sans doute être ministre des Affaires étrangères. Les Verts n'ont pas du tout la position que pouvait avoir Angela Merkel ou le FDP là-dessus. Ils sont beaucoup plus moralisateurs sur la question des relations internationales. Ils sont très européens et ils ont obtenu, c'est marqué dans l'accord, qu'en 2024, ce soit eux qui désignent le nouveau commissaire européen allemand à la Commission, sachant, ne l'oublions pas, qu'Ursula von der Leyen est évidemment une Allemande, qu'elle a été ministre de la Défense et que c'est une amie personnelle d'Angela Merkel, et qu'aujourd'hui, par rapport à ce que disait tout à l'heure, puis c'était Béatrice ou Richard, la question de la géopolitique, il faut se rappeler que lorsqu'elle prononce son discours qui permet qu'elle soit désignée, investie par le Parlement européen, elle dit « la commission que je préside sera géostratégique ». Donc elle a une vision géostratégique, elle est allemande, et au fond, le fait que le contrat de coalition dise qu'il faut investir l'Union européenne, c'est aussi marqué sur le haut représentant de politique étrangère et de sécurité. C'est là-dessus, comme on le disait tout à l'heure, qu'il y aura sans doute des désaccords sur qui est responsable de quoi, et qui repose sur le fait que c'est une Allemande qui dirige la Commission européenne.
Marc-Olivier Padis est en train d'éplucher les 177 pages de l'accord pour voir s'il y aurait par hasard quelque chose à ajouter. Et alors j'ajoute à propos de vous, monsieur qui avez posé la question, puisque nous sommes quand même, c'est la première sortie hors les murs du nouvel esprit public, j'ajoute que vous faites partie de ces auditeurs dont la fidélité est pour nous un encouragement particulièrement tonique, parce que votre épouse et vous-même, vous avez fait plus de 100 kilomètres pour venir jusque dans la Mayenne, à Évron, assister et participer même maintenant à cet enregistrement. Il y a une autre question qui est là. Je peux, Philippe, si je peux compléter, parce que il a fini les 177 pages. J'ai fini de relire en diagonale les 177 pages. Et donc, ce que dit l'accord, c'est nous devons concevoir nos relations avec la Chine dans les dimensions du partenariat, de la concurrence et de la rivalité systémique. Donc, ils ont repris ce terme quand même un peu irritant de rivalité systémique. Et après, c'est plutôt droits de l'homme, concurrence, économie, partenariat. Donc, ça reste quand même très prudent. Ce qui est intéressant, c'est que le terme rivalité systémique est le terme de l'OTAN. C'est le terme utilisé donc par l'Alliance Atlantique, ce qui veut dire et ce qui confirme que l'Allemagne, pour l'instant, n'a pas d'autre cap essentiel que le cap de l'OTAN en termes de stratégie hors Union européenne. Vous allez enfin pouvoir poser votre question. Je vous en prie. Vous avez évoqué la facilité d'intégration, enfin la politique d'intégration des immigrés en Allemagne au bout de 5 ans de présence sur le territoire allemand. Souvent, le Wir schaffen das d'Angela Merkel est présenté comme de la bienveillance humanitaire. Est-ce que vous ne croyez pas que c'est plutôt du pragmatisme allemand lié aux difficultés démographiques dans lesquelles sont déjà ce pays qui est immense et qui, en fait, a une population qui est très vieillissante? Marc-Olivier Padis. Vous avez raison de dire qu'il y a une question démographique en Allemagne, un pays très vieillissant, peu de naissances, et ça explique aussi cette focalisation allemande sur la dette et le déficit, c'est-à-dire que l'idée, si le pays s'endette, comment est-ce qu'il va réussir à maintenir un système social ambitieux de haut niveau tel qu'il a aujourd'hui, avec un déséquilibre démographique qui se présente. Donc il faut effectivement toujours avoir ça en tête dans l'analyse des positions allemandes. Cependant, je n'irais pas, moi, jusqu'à dire que c'était ce que vous n'avez pas dit, mais parfois ça a été présenté comme une attitude réaliste, voire cynique de la part d'Angela Merkel. Je pense que non. Je pense qu'il y avait vraiment une volonté de répondre aux exigences du droit international et de faire preuve d'humanité dans l'accueil des personnes. Donc, en tout cas, au moment de la crise, de l'arrivée massive des migrants, il faut aussi ajouter que ce n'est pas la première fois qu'il y a beaucoup de réfugiés qui arrivent en Allemagne. C'est arrivé aussi dans les années 1990, pendant la guerre de dislocation de la Yougoslavie. Il y a eu des arrivées par centaines de milliers, alors certes pas au niveau du million de 2018, mais quand même des arrivées importantes. Et puis surtout après la guerre, tous les réfugiés allemands qui ont été chassés notamment par l'armée rouge, où là c'était plusieurs millions. Donc il y a aussi une habitude dans ce pays d'accueil des réfugiés, et je crois que ça a compté beaucoup dans la décision d'Angela Merkel. Béatrice Gibelin. Oui, je voulais juste dire qu'on ne parle pas de migrants, mais on parle de réfugiés. Et effectivement, le fait de les prendre comme des réfugiés, compte tenu de leur propre histoire et de l'organisation du pays pour accueillir ces réfugiés, c'est-à-dire les répartir de façon obligatoire. Les Länder sont obligés de les prendre, rapportés à leur population et à leur niveau de développement. C'est-à-dire qu'on n'a pas des points de concentration massive, comme on peut le voir, nous, dans la région Île-de-France ou dans la région de Marseille, essentiellement pour aller vite, et que ce rapport aux réfugiés est tout à fait important dans j'allais dire, non seulement dans la Constitution, mais dans la culture post-Seconde Guerre mondiale de l'Allemagne. Lucie Schmitt.
Oui, je crois qu'il ne faut pas opposer la question économique et la question de la morale. Et on voit bien d'ailleurs que dans le débat public en France, les nombreuses tribunes qui ont été écrites par rapport aux politiques migratoires que nous menons sont des tribunes qui insistent sur les éléments, le lien entre caractère positif de la migration, la question morale, la question des droits de l'homme. Et je pense que là-dessus, la position d'Angela Merkel était assez claire. On a beaucoup dit qu'elle l'avait fait aussi parce qu'elle était fille de pasteur, parce qu'elle avait des convictions personnelles. Donc je crois que ce qui est important, c'est qu'il faut rappeler qu'aussi dans le contrat de coalition, les Verts, par ailleurs, sont le parti qui a la position sur les questions de migration la plus claire, et d'ailleurs même considérée par rapport aux libéraux, au FDP, comme étant trop libérale, d'une certaine manière, trop d'ouverture des frontières. Donc, il y a dans le contrat, me semble-t-il, une espèce de tentative d'interaction entre une conception économique portée par le FDP et en partie par le SPD, et la conception des Verts, qui est une conception qui, vous le savez, il porte notamment au niveau européen le fait de sortir les questions migratoires du blocage dans lequel on se trouve. Et il faut rappeler qu'Angela Merkel, lorsqu'elle a porté la présidence de l'Union européenne, il y a l'année dernière, a souhaité ne pas réouvrir la question migratoire parce que c'était trop sensible. Là, au contraire, on revient à l'offensive alors que Merkel avait un peu lâché l'affaire, me semble-t-il. Autre question. Oui, je voulais. Vous avez parlé tout à l'heure du fait que les Français n'étaient pas capables de faire comme les Allemands, des coalitions de politiques, de gouvernement. Alors, je vous le dis un peu sous forme de boutade, c'est qu'en fait, si on sait très bien le faire, on appelle ça des conseils municipaux et des fois des conseils communautaires où, par nature, dans la plupart des villes de France, je ne parle pas des grandes villes qui sont des enjeux politiques, quasiment de politique nationale. Pour le reste des communes de France, on le fait tous les jours. Et nos coalitions sont même plus que tricolores, elles sont arc-en-ciel au quotidien, quoi. Et dans les comités de communes encore plus, puisque par nature, on s'engage plutôt après sur des projets de territoire qui peuvent ressembler au contrat passé là. On les passe plutôt a posteriori qu'a priori, mais on le fait comme ça. C'est sous le forme de la boutade, puisque je suis le maire de la commune, donc c'est comme ça que je vous le dis. Mais je voulais insister pour passer sur le thème, sur ce que vous pouvez penser, donc je vous laisse le commenter, mais sur la politique migratoire et la problématique avec l'Angleterre. Vous avez parlé de notre rapport bilatéral à l'Angleterre sur le sujet. Et moi, la question que je me pose par rapport à ce sujet-là, c'est si on n'aura pas des répercussions forcément, en fonction de la position qu'on prendra, par rapport à la position qu'on a vis-à-vis de l'Europe, de la Turquie, de la Biélorussie aujourd'hui, en disant ce qu'on n'assumera plus chez nous, ce qu'on ne peut plus assumer chez nous, est-ce qu'on peut continuer à le faire, à payer à une époque la Turquie pour garder les migrants chez eux, avec une violence folle de cette migration sur les terres orientales qui est bien plus importante que chez nous, ou en Biélorussie aujourd'hui. En gros, la position qu'on prend, nous, par rapport à la frontière anglaise, est-ce qu'on peut en faire prendre une autre à des partenaires ou à des pays voisins de l'Europe? Richard Verly. Alors, sur les deux sujets, sur le premier que vous évoquez en tant que maire de la commune et donc habitué à ces coalitions et à ces compromis, moi j'avoue qu'en tant que correspondant étranger en France, pour moi c'est un grand sujet de questionnement. Je n'ai toujours pas compris pourquoi la capacité française au compromis, à la complexité et je dirais à la recherche de solutions nécessairement frustrantes pour les extrêmes, fonctionne au niveau local et ne fonctionne plus dès lors qu'on dépasse le niveau régional. Pour moi, c'est une interrogation. Alors sans doute, c'est historique, c'est le jacobinisme, c'est tout ce qu'on sait, c'est la Ve République, c'est la personnalisation du pouvoir, mais il y a là, vous faites bien de le souligner, un véritable problème. C'est-à-dire que vous savez sur le terrain que c'est en complexifiant l'approche et donc en faisant des compromis qu'on trouve des solutions, et vous constatez en permanence que plus vous remontez, plus ce sont des solutions simples qu'on vous propose, voire arbitraires, dans un certain nombre de cas, puisque je crois comprendre, pour avoir été au récent congrès des maires de France, que les relations entre les maires et l'État ne sont pour le moins pas simple. Et souvent, le temps est maussade, contrairement à ce qui se passe à Calais, où, comme nous l'a dit Béatrice, le soleil brille souvent. Très souvent. Mais sur le deuxième aspect, pardon, mais là, vous mêlez deux situations qui n'ont rien à voir. La Grande-Bretagne, le Royaume-Uni est un pays d'accueil. C'est un pays où des migrants veulent se rendre. Personne ne veut se rendre en Biélorussie, et personne, sauf ceux qui sont forcés de quitter les théâtres de guerre, ne veut se rendre de manière permanente en Turquie. La Turquie est un point de passage et la Biélorussie, on le sait, est un point de passage que son gouvernement a soi-même instrumentalisé pour mettre pression sur la Pologne. Avec le Royaume-Uni, il s'agit de mettre les Anglais devant leurs responsabilités et on en revient à l'accord du Touquet. C'est un accord qui a été passé, c'est un traité qui a été passé à une époque donnée de l'histoire. Il y avait un gouvernement britannique auquel, me semble-t-il, on pouvait faire confiance. Ce n'est plus le cas aujourd'hui et je ne crois pas que ce qui sera négocié avec le Royaume-Uni aura des conséquences sur la
la Turquie ou la Biélorussie. Par contre, la question qui pourrait se poser, c'est est-ce que le traité migratoire avec le Royaume-Uni ne devrait pas être co-signé non seulement par la France, mais les autres pays qui ont un littoral commun avec le Royaume-Uni? Ça, sûrement qu'il faut européaniser cette partie de l'équation. Lucile Schmitt. Oui, moi j'ai participé, lorsque j'étais élue régionale, à des sortes de gouvernements régionaux de coalition. À l'époque, c'était entre les socialistes et les écologistes. Et ce qui me semble, et j'ai aussi participé à titre personnel à la négociation qu'il y a eu entre les Verts et les socialistes avant 2012. Et ce qui me semble très intéressant, et à chaque fois je dirais que ces coalitions n'étaient pas ultra convaincantes, sans doute moins que les coalitions allemandes. Pourquoi ? Parce que il n'y avait pas justement tout ce processus méthodologique de négociation, d'importance donnée au contenu. Je voulais aussi insister sur une autre chose, c'est que, et pour le coup j'avais trouvé ça réussi, mais j'étais partie prenante, c'est que la parenthèse de gauche plurielle, alors c'était venu avec un coup de tonnerre, c'est-à-dire qu'il y a eu la dissolution de l'Assemblée et une sorte de surprise, mais là il y avait eu une négociation d'un accord, me semble-t-il, de contenu intéressant par rapport aux différents partenariats. Ça s'est mal terminé parce qu'il n'y a pas eu ensuite la capacité à apporter justement au-delà de cette parenthèse, si je puis dire, une candidature commune, et on sait bien quel a été le traumatisme qui a ensuite conduit à l'élection de Jacques Chirac. Mais on voit bien que c'est le niveau national qui résiste plus que les niveaux locaux, et ça résiste notamment parce qu'il y a cette hiérarchie entre le président de la République et le chef de gouvernement qui fait qu'on ne sait jamais très bien, au fond, qui est le chef. Enfin, si, on sait qui est le chef, et ça ne permet pas véritablement d'introduire la complexité et le gouvernement au centre. Marc-Olivier Badis. Oui, pour poursuivre sur cette question, je pense que votre exemple, Monsieur le maire, montre bien qu'on n'est pas sur une question culturelle, mais institutionnelle. En fait, c'est pas que les Allemands soient par nature plus portés au compromis et que les Français seraient, comme on disait, des Gaulois réfractaires, incapables de se mettre d'accord. C'est le fait que dans les institutions de la Ve République, quand vous avez la majorité à l'Assemblée, vous n'avez besoin de négocier avec personne. Et donc, il n'y a pas besoin de créer des coalitions comme ça. Et en revanche, dans les situations institutionnelles où il y a besoin de coalitions, eh bien, les gens, effectivement, apprennent la négociation et le compromis. On voit très bien la question aujourd'hui. On parle de l'élection présidentielle, mais il va y avoir des législatives ensuite. Et ces législatives pourraient donner lieu à des négociations entre les partis. Sauf que si vous vous y prenez à l'avance, ça veut dire qu'il faut négocier les investitures, et donc c'est déjà assez douloureux. Et si vous négociez après, on est dans une culture Ve République où en fait le pouvoir se transmet en quelques jours. Et donc il faut aussi accepter des situations où là, on se donne 2 mois pour négocier, mais on voit qu'il y a une méthodologie, une capacité de faire qui est quand même forte. Béatrice Gibel. 2 choses pour aller dans le sens que vous avez évoqué en disant mais pourquoi pas avec la Biélorussie, pourquoi pas avec la Turquie. Je vous signale que c'est exactement ce qu'a dit Boris Johnson. Puisque vous êtes capable d'intervenir sur la Biélorussie, moi je demande le même traitement. La Biélorussie ne fait pas partie de l'Europe, moi je ne fais plus partie de l'Europe, je veux le même traitement, avec la mauvaise foi qui le caractérise. Et je voulais simplement dire que pour le niveau régional, la première coalition rose, rouge, verte, dont parlait Lucile, elle a existé dans le Nord-Pas-de-Calais. C'est le Nord-Pas-de-Calais qui a initié la première fois, à l'initiative de Daniel Percheron, qui était le premier fédéral socialiste à ce moment-là, qui a initié cette association, cette coalition, qui a assez bien fonctionné en mettant une femme à la tête, qui était Marie-Christine Blandin. Oui. Eh bien, c'est sur cette apothéose du Pas-de-Calais où nous espérons être bientôt invités que nous allons quitter Évron et l'auditorium Jacques Lanoé du pôle culturel d'Éco-Évron en renouvelant nos remerciements et particulièrement à vous, Monsieur le Président de la communauté des communes d'Éco-Évron et maire d'Évron, Monsieur Joël Balandreau, et à tous ceux que j'ai nommés dans notre précédent enregistrement que nous avons diffusé dimanche dernier. Merci encore de nous avoir donné l'occasion de cette première sortie hors les murs du nouvel esprit public.